Ça va être grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui ici. On remercie le Théâtre 95 de nous recevoir. En fait, on se réunit aujourd'hui dans le cadre du schéma départemental des services aux familles, qui a pour but d'élaborer une politique partagée des différentes thématiques, dont la jeunesse, qui nous réunit aujourd'hui. Cette journée a été élaborée en collaboration de nombreux partenaires jeunesse, donc des acteurs associatifs, de terrain, des têtes de réseau et des institutionnels. Elle résulte de nombreuses rencontres et de réflexions autour de cette thématique. Le programme de la journée est riche. On aura le plaisir d'accueillir Jeanne Desmoulins, qui nous présentera ses travaux de recherche participative sur les jeunes des quartiers. Puis nous aurons une présentation d'éléments de diagnostic sur les jeunes du Val d'Oise par les représentants de différents territoires. Et nous poursuivrons par du théâtre forum avec Maud Chapaz du théâtre articulé. Et l'après-midi sera consacré à des ateliers autour de 4 thématiques qui seront abordées tout au long de la journée. Donc construire son parcours, prendre soin de sa santé, s'engager et se divertir par la culture. Nous aurons également une trentaine de stands qui seront proposés pour venir rencontrer les acteurs jeunesse du Val d'Oise. On est également ravis d'accueillir nos invités officiels qui vont prendre la parole aujourd'hui. Donc nous avons le privilège de recevoir Valérie Busseuil, secrétaire générale du Théâtre 95, à qui je laisse la parole. Allez-y. Merci. Merci. Merci à vous. Bonjour, je suis Valérie Busseuil, secrétaire générale de Point commun, scène nationale de Cergy-Pontoise. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Feriel Bakouri, sa directrice et des équipes. Et je suis vraiment ravie que vous veniez à notre rencontre aussi. Comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas la jeunesse est vraiment une des grandes priorités du projet porté par Feriel Bakouri dans cette scène nationale. Nous avons à chaque saison des temps forts qui sont dédiés, qui s'appellent Génération, avec un S à la fin, parce qu'on aime bien évidemment que la jeunesse, les jeunesses se rencontrent et rencontrent aussi toutes les générations. Et ces temps forts sont des moments où on propose des regards sur la jeunesse, mais aussi à la jeunesse de s'interroger, de nous interroger, de nous bousculer parfois, de vivre aussi pleinement tous les événements qu'on propose dans cette scène nationale, que ce soit dans les salles, que ce soit aussi dans ce qu'on appelle la vie du lieu, qui sont des temps proposés en dehors de... Enfin, pas en dehors, mais en cohérence avec la programmation, mais pas forcément dans la salle de spectacle. Ça peut être dans les halls, ça peut être en extérieur, ça peut être également de façon plus impromptue. Donc je suis vraiment ravie de vous accueillir. Sachez que à partir du 15 juin, vous pourrez accéder à la nouvelle saison, puisqu'on va la dévoiler le 15 juin avec la brochure, et on sera ravis. Et certains d'entre vous sont déjà nos partenaires et nos partenaires fidèles. On sera très heureux de vous accueillir, bien sûr, et de réfléchir avec vous et avec vos équipes sur des projets que nous menons. Nous aurons d'ailleurs un beau projet qui intègre les jeunes sur 3 ans, puisqu'on travaille aussi avec des équipes, nos équipes relations publiques. Je vois Angadrem Grangia qui est là dans la salle, et les équipes qui sont les liens entre vous et entre nous, et entre les artistes aussi, puisque les artistes sont très investis, et notamment les artistes qui sont en résidence dans nos théâtres. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de réflexion, et puis beaucoup de plaisir à partager. Merci. Je passe la parole à Madame Billon. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Carole Billon, je suis la directrice de l'action sociale de la CAF du Val d'Oise. J'ai encore du mal à dire Val d'Oise parce que j'arrive des Yvelines depuis le mois de mars. Alors, aujourd'hui, un thème très important, la jeunesse, qui nous rassemble tous ensemble ici. Nous sommes à peu près 200 personnes ce matin.
Et évidemment, pour la politique familiale, la jeunesse est un axe primordial. Et pourquoi ? Parce que nous le finançons pour partie, nous essayons d'agir dessus, parce que nous essayons de faire grandir tous ensemble nos jeunes, et parce que nous sommes le 2e département le plus jeune de France. J'ai découvert cette donnée dans le diagnostic du schéma départemental des services aux familles. J'ai cru mal lire, je pensais que nous étions le 2e département d'Île-de-France, le plus jeune, mais pas du tout. Nous sommes le 2e, après la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France. D'où l'importance de ce thème très important. C'est de la tautologie, c'est comme le général de Gaulle, il aimait bien ça. Alors, quelques données. 41,2% de la population du Val d'Oise a moins de 30 ans, 19% a entre 11 et 24 ans, donc un axe essentiel. Quelques mots sur le schéma départemental des services aux familles. Nilufer, tout à l'heure, a cité cet important schéma. C'est un outil de gestion de politique publique. Donc, il est présidé par Madame la préfète. Il a différents axes, la petite enfance, la parentalité, mais aussi la jeunesse. C'est un axe nouveau qui est travaillé depuis 2020. Que vous dire aussi sur les politiques publiques et l'action sociale ? On a l'habitude de dire c'est un millefeuille. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'opérateurs, on n'y comprend rien. Ben aujourd'hui, on est là pour démontrer que c'est faux. C'est tout le contraire. On n'est pas un millefeuille, on est une galaxie d'opérateurs. On sait très bien notre rôle et notre mission autour de la jeunesse. Et c'est une galaxie qui s'étend, qui grandit et qui fait en sorte que nos jeunes restent des étoiles et continuent à s'épanouir. C'est ça notre travail, c'est de faire galaxie et de permettre à nos jeunes de faire société. Donc c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui et qui est quelque chose de très noble à défendre. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec ces propos. Alors, faisons connaissance aujourd'hui, c'est l'objectif de la journée. Vous avez ce matin la chance de pouvoir écouter une conférence, ensuite une démonstration d'une étude et en dernière partie un théâtre forum. Et cet après-midi, des stands et des ateliers qui nous permettront de mieux nous connaître, justement pour nous fédérer autour de cet axe très important qu'est la jeunesse. Je voulais aussi remercier tous les services opérateurs et organisateurs de la journée. Vous êtes nombreux autour de cet axe à venir aujourd'hui et à tenir des stands. Mais en particulier, je salue Nilufer et Anne, les collaboratrices de la CAF qui ont coordonné cette journée. Merci à vous, mesdames. On peut les applaudir. Un grand merci à nos partenaires, le Théâtre 95, un grand merci de votre accueil, un magnifique outil de travail, et tous les partenaires qui sont là, Conseil départemental, Madame la préfète, la MSA, la Fédération des centres sociaux, les associations, le CIGE, qui prendra la parole tout à l'heure, et des millions d'acteurs qui œuvrent autour de la jeunesse. Et je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Hu, le président de la MSA Île-de-France. C'est ça, Monsieur Hu ? Oui, c'est ça. Je pense que... Oui, non, mais ça va aller. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis en effet Olivier Hu, président de cette organisation qui est la MSA, la Mutualité Sociale Agricole de l'Île-de-France. C'est... Oui, la sécurité sociale du monde agricole, du paysage, mais aussi beaucoup de salariés. On l'oublie beaucoup. Sur l'ensemble de l'Île-de-France, la MSA, dans ses ressortissants, a plus de 80% de salariés, d'organisations professionnelles. Madame la préfète, c'est donc avec plaisir que je suis présent parmi vous pour cette rencontre départementale des acteurs de la jeunesse en Val d'Oise. Cette manifestation est organisée dans le cadre du schéma départemental des services aux familles dont la MSA est signataire. Depuis de nombreuses années, l'un des enjeux majeurs de la politique d'action sanitaire et sociale de la MSA vise à soutenir les familles dans leur conciliation de la vie familiale, sociale et professionnelle. Élever, accompagner, comprendre
Soigner, orienter nos jeunes, ces adultes de la société de demain, est une mission passionnante, mais parfois bien compliquée pour les parents et les professionnels. À chaque âge, à chaque période, nous pouvons rencontrer des difficultés et avoir besoin de soutien et d'informations. Grâce à l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui et aux dynamiques enclenchées ensemble, nous avons la chance de vivre dans un département qui regorge de ressources. Rappelons que de tels projets ne peuvent voir le jour sans une collaboration poussée et des synergies convergentes. Aujourd'hui, il est primordial, pour être efficace dans nos missions respectives, de coordonner nos actions et de travailler en réseau ou parfois tout simplement de se connaître les uns les autres. Le faire ensemble est plus que jamais un gage d'efficience dans l'exercice de nos missions. Sachez que la MSA sera toujours à vos côtés pour vous accompagner sur des missions d'ingénierie, de projets et sur la mise en œuvre d'actions concrètes. Il nous reste désormais à profiter ensemble pleinement de cette journée. Et je terminerai en souhaitant tout simplement que cette manifestation soit pour nous un moment d'échange et de rencontre et que vous trouverez ici les réponses nécessaires à la mise en œuvre de vos projets. Donc maintenant, je vais laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de voir une assistance aussi grande. Je vous rappelle que les dernières rencontres datent d'il y a 4 ans à Sannois, avec à peine la moitié de cet effectif. Donc c'est très réconfortant. Dans un contexte sociétal, social, économique, politique et géopolitique très particulier aujourd'hui, très anxiogène pour tout le monde, et notamment pour les jeunes. Le Centre d'information jeunesse s'efforce de recenser tous les acteurs de la jeunesse et toutes les actions qui sont organisées en direction des jeunes, avec de nouveaux dispositifs récents, comme Promeneur du Net avec la CAF, comme Boussole des jeunes, qui concerne aussi la MSA, parce que nous nous préoccupons aujourd'hui non seulement des quartiers comme tout le monde, mais également du milieu rural, en rappelant que le Val d'Oise est aux 2/3 rural, et donc notre relation avec la MSA est très importante, et je sais aussi que la Fédération des foyers ruraux est présente aujourd'hui. Donc voilà ce que je veux dire. Nous avons bien sûr un souci de suivre au maximum les préoccupations des jeunes, sachant que à la suite de la pandémie, on a pu mesurer l'angoisse, l'anxiété qui les anime, bien évidemment. Et nous sommes aussi, disons, très soucieux aujourd'hui d'avoir une meilleure relation avec l'axe parentalité, sachant que c'est quand même le point de départ de toute la construction des jeunes. Et aujourd'hui, j'ai entendu la référence à la famille, j'ai entendu la référence à la parentalité avec la CAF, et je trouve que c'est une dimension très importante, et peut-être, disons, qu'on ne situe pas suffisamment aujourd'hui cette importance-là. Voilà ce que je veux dire. Très heureux d'avoir participé à travers Olivier Lacombe, qui anime notre réseau départemental. Nous avons 26 structures information jeunesse dans le département, bien évidemment. Et sous l'égide d'Ophélie Boutet, la directrice, nous développons chaque fois, disons, les nouveaux projets. Et là, il y a un nouveau projet d'accompagnement individuel des jeunes qui est en train de se mettre en place, bien évidemment, parce que beaucoup de jeunes, malgré tout, existent encore de façon isolée et sont un peu dépourvus complètement de toutes les informations qui peuvent concerner leur devenir. Merci à tous, bonne journée, et j'espère que cette coordination départementale continuera dans une recherche de cohérence encore plus forte en direction de la jeunesse. Merci à vous. Je prends la parole une seconde au nom de la Fédération des centres sociaux du Val d'Oise. Notre rôle, c'est de fédérer et de valoriser les acteurs, et je crois que là, aujourd'hui, c'est un beau témoignage de notre travail. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette journée puisse exister. Je passe la parole à Madame la Préfète. Ça marche.
Je crois qu'il marche, en effet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me revient de clore en fait cette introduction d'une journée qui vous est consacrée. Vous l'avez dit, pour apprendre à se rencontrer, pour apprendre à échanger, et puis pour avoir des témoignages. Et ce matin également. Une doctorante qui va vous donner des explications et donner des clés de lecture sur un certain nombre de données. Alors peut-être que aujourd'hui c'est effectivement une salle qui est bien pleine. Alors je n'avais pas connu la dernière séquence, mais en tout cas c'est effectivement assez réconfortant de voir que des partenaires et des intervenants dans le secteur de la jeunesse puissent se réunir aussi nombreux pour échanger sur leurs pratiques et faire un peu de réseau aussi, puisque c'est aussi l'idée de la journée. Peut-être juste, alors préfète à l'égalité des chances, peut-être un peu pompeux comme titre, mais pour autant recouvre un certain nombre de données et d'éléments qui sont extrêmement importants pour le département, et notamment en faveur de la jeunesse. Vous l'avez dit, c'est un département qui est jeune. Alors, à ma connaissance, c'est le 2e en France après Mayotte. Donc c'est quand même un territoire qui est jeune et pour lequel il nous revient de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Vous l'avez dit, monsieur, c'est d'essayer de faire connaître aux jeunes, de les informer et d'essayer de faire qu'ils aient des informations qui leur permettent. Alors ce matin, j'étais avec des collégiens juste avant cette séquence, des collégiens qui vont rencontrer des entreprises autour de défis techniques qu'ils ont mis en place avec les enseignants. Donc l'idée, c'est de faire connaître aux jeunes les filières des filières de lycée professionnel qui sont des filières d'excellence aujourd'hui, les filières d'apprentissage. Et donc c'est vrai qu'en fait on œuvre tous globalement en faveur des jeunes. Mais de temps en temps, il faut des points de rencontre et des points d'échange comme aujourd'hui pour montrer qu'il y a une forme de cohérence qu'on recherche. Alors, on a parlé du schéma départemental. C'est un peu descendant, un schéma départemental. Ça vise à se donner des actions concrètes et à essayer de montrer que sur le territoire, on donne de la cohérence et qu'on œuvre ensemble. Néanmoins, alors la salle n'est pas forcément... je pense que finalement, on a une moyenne d'âge dans la salle et c'est finalement les vieux qui parlent le mieux de la jeunesse, mais parce qu'on est quand même un peu des vieux, par rapport aux collégiens qu'on a vus ce matin, ou par rapport même hier soir, à un concours d'éloquence de collégiens. Donc on en parle le mieux, mais je pense qu'il y a un moment donné où il va falloir qu'on arrive à mettre en place des modes d'expression de la jeunesse qui fassent remonter aussi, et c'est assez compliqué à faire. On est en ce moment en train de préparer les nouveaux contrats de ville, donc la politique de la ville, essayer, c'est préfète à l'égalité des chances, c'est aussi permettre à des quartiers qui sont un peu en recul par rapport à un certain nombre de champs, d'essayer de les faire monter pour essayer de donner la chance à tous et notamment à des jeunes qui sont encore plus éloignés de l'emploi, de la santé. Cet après-midi, je vais signer un contrat local de santé à Villiers-le-Bel. L'idée, c'est de travailler sur la prévention, mais aussi sur l'offre de soins. Donc en fait, on a quand même des champs, la santé, la jeunesse, des champs qui sont aujourd'hui majeurs pour les quartiers politiques de la ville. Donc on va travailler des contrats de ville et dans le travail pour ces contrats de ville, il y a la jeunesse. Et la jeunesse, c'est quand même notre cible, votre cible également, d'essayer d'amener ces jeunes à être épanouis, à être heureux, à trouver un métier, à avoir la possibilité de vivre de leur métier. Et c'est vrai que ces jeunes, on travaille tous autour, mais finalement, c'est comment on peut essayer de les associer. Et dans les contrats de ville, la vraie question, c'est comment on peut associer les habitants eux-mêmes à essayer de faire remonter des propositions, à essayer de faire que le contrat de ville, qui quand même va nous engager pour 6 ans, soit au plus près des priorités des habitants, des citoyens. Et là, le schéma départemental, notamment sur la jeunesse et la partie jeunesse, comment on peut faire pour essayer d'associer les plus jeunes et les jeunes à essayer d'être acteurs en fait et de faire des propositions. Et en fait, vous êtes là pour ça parce qu'en fait, effectivement, c'est extrêmement compliqué d'associer des jeunes et d'essayer d'avoir des groupes comme ça qui pourraient nous permettre de se dire, finalement, expliquer à un jeune, c'est quoi un schéma départemental, c'est pour vous qu'on le met en place, ça peut paraître un peu, pour eux, un peu éloigné. Néanmoins, c'est extrêmement important parce que ça fédère, vous l'avez dit, ça met en cohérence et ça essaye, en tout cas, de prévoir des actions qui soient, au niveau départemental, assez homogènes.
pour essayer d'éviter que des territoires soient exclus et donc des jeunes soient exclus des dispositifs qu'on veut mettre en place pour eux. Et c'est toujours compliqué à mettre en place. Donc notre travail à la préfecture, et en tout cas sur la politique de la ville et l'égalité des chances, c'est ça, c'est essayer de faire que chaque jeune puisse avoir les mêmes chances sur le territoire. C'est un vrai enjeu. Vous le saviez mieux que nous, vous êtes aussi en proximité de ces jeunes, vous êtes en proximité dans les territoires, et vous savez combien la mobilisation de tous, alors vous avez parlé d'agir ensemble, c'est vrai que vivre ensemble et agir ensemble, c'est quand même un objectif qu'on porte, en tout cas que je porte au niveau préfectoral, pour essayer de faire que nos jeunes puissent avoir les mêmes chances. Donc on travaille tous pour les territoires, et c'est vrai, vous l'avez dit monsieur, la période est compliquée, elle est compliquée actuellement, mais néanmoins, et votre mobilisation le montre, en tout cas votre présence montre qu'on est tous engagés et qu'il faut qu'on continue à maintenir un niveau de travail ensemble pour qu'on puisse agir ensemble ensuite sur le territoire auprès de la jeunesse. Alors le schéma concerne les tout petits, les un peu moins petits, et puis la jeunesse globalement, donc les jeunes, leurs familles également. Vous avez parlé de parentalité. Un jeune, il se construit avec sa famille, avec des enseignants, et donc l'idée, c'est aussi dans ce schéma de prévoir des actions qui donnent de la cohérence aussi et qui essayent d'embarquer les familles pour accompagner leurs jeunes au plus près de leurs préoccupations. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation aujourd'hui et pour votre présence. Ces temps sont importants et vous allez pouvoir échanger et avoir des ateliers cet après-midi qui vont vous permettre de vous rencontrer un peu plus, que ce matin c'est un petit peu descendant, l'intro est un peu formelle. Vous aurez ensuite une présentation, et j'espère que cette journée sera de nature à peut-être renouveler l'expérience et à faire... alors le Covid ne nous a pas forcément... arranger les choses pour faire des rencontres de ce type, mais maintenant voilà, c'est derrière nous, et on espère qu'on pourra refaire des journées comme celle-là pour vous permettre de faire un point peut-être ensuite dans 1 an, dans 2 ans, pour voir quelles sont les avancées, quels sont aussi les chantiers qui restent à mener. Ils sont nombreux et c'est important qu'on puisse échanger et en parler ensemble. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et merci de nous accueillir dans ce lieu qui est à la fois symbolique. Vous avez parlé de génération aussi, de jeunes qui viennent ici, et merci à vous de nous accueillir en tout cas pour cette journée. Merci. Alors nous, est-ce qu'on... On va passer la parole à Jeanne Demoulin qui va nous exposer les résultats d'une recherche-action qui a été menée en Île-de-France. Là ? Oui, parfait. Bonjour à tous et tous. Moi aussi, je suis très contente de pouvoir être ici parmi vous. Je suis très contente et impressionnée de vous voir aussi nombreuses et nombreux, même si on m'avait prévenu, et de voir qu'il peut y avoir un vrai intérêt pour cette recherche qu'on a menée.
et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc moi, je suis Jeanne Demoulin, donc j'ai été rajeunie dans la présentation d'avant. Je suis plus doctorante, je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, membre du laboratoire CREF, qui est un laboratoire en sciences de l'éducation, et responsable d'un master dans lequel on forme beaucoup de jeunes qui se destinent à travailler dans le champ de la jeunesse, donc à exercer les métiers que vous exercez aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la recherche participative Pop Art, les quartiers populaires au prisme de la jeunesse. J'ai fait un petit PowerPoint pour vous aider à suivre, mais j'espère que ça va être dynamique quand même. Donc, c'est une recherche qu'on a menée au départ sur les pratiques et représentations des jeunes de quartiers populaires, qui est un projet classique de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche, que j'ai coordonné avec Marie-Hélène Baquet, qui est professeure à l'Université de Nanterre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et notre point de départ, c'était vraiment d'analyser les pratiques et les représentations de jeunes de quartiers populaires en partant de leur expérience et dans différents contextes. Donc c'était une recherche participative, c'est-à-dire qu'on est parti de cette question très large pour voir ensuite ce qui pouvait remonter. Et le but aujourd'hui, c'est que je vous explique un peu comment on a travaillé pour justement avoir cette expérience des jeunes et puis quelques résultats, même si bien sûr, j'aurais pas le temps de parler de tout. Je vous ai mis ici un site de la recherche, jeunesdequartier.fr, que vous pouvez aller consulter, sur lequel vous aurez accès à l'ensemble des résultats de la recherche et puis aux différentes productions en lien avec la recherche sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et il y a aussi un ouvrage que je n'ai pas, que j'avais plus sous la main, donc je vous ai pas amené, mais vous avez le lien vers l'ouvrage sur le site également. Alors, quand on parle de recherche participative dans le milieu de la recherche, pour nous, donc c'est un peu différent d'une recherche-action, c'est-à-dire que notre objectif n'était pas de transformer les choses au moment de la recherche, mais c'était de mener une recherche, donc de produire des connaissances avec des personnes dont ce n'est habituellement pas le rôle, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des chercheurs, des universitaires. Et en l'occurrence, on a travaillé donc avec des jeunes et avec des professionnels de la jeunesse, je vais y revenir. Quand on parle de quartier populaire, nous, quand on a employé ce terme, on a parlé de quartier populaire pour parler des territoires qui accueillent des populations qu'on appelle des classes populaires. Donc, c'est pas spécifiquement des quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers politiques de la ville, mais c'est pas uniquement des quartiers politiques de la ville. Et quand on a parlé de jeunesse, donc c'est une notion qui est beaucoup discutée en sciences sociales, je ne vais pas développer là-dessus ici, mais on n'a pas défini dès le départ de tranche d'âge, c'est-à-dire qu'on a demandé qui se retrouvait dans cette catégorie jeune. Et donc, on a travaillé avec des jeunes de 14 à 38 ans. Avec une majorité de jeunes entre 18 et 22 ans, mais on n'a pas exclu des jeunes au motif qu'ils ne rentraient pas dans une catégorie d'âge. Voilà, à partir du moment où ils se reconnaissaient dans cette catégorie, ils ont participé à la recherche. Donc c'est une recherche qui a associé une quinzaine de chercheurs qui appartenaient à différentes disciplines, donc moi en sciences de l'éducation, mais aussi des urbanistes, des sociologues, des géographes, des historiens, des architectes, donc vraiment une multitude de disciplines. On a travaillé également avec des professionnels qui travaillaient donc sur les 10 quartiers dans lesquels on a travaillé et encore une fois des professionnels qui travaillaient dans des structures très différentes, donc des structures municipales, espaces jeunes, etc., des associations locales de territoire, d'accompagnement à la scolarité, d'accompagnement socio-culturel, mais aussi des personnes qui avaient une expérience dans le champ de la jeunesse, qui étaient engagées dans le champ de la jeunesse sans forcément travailler dans une structure définie. Et donc on s'est vraiment adapté aux configurations locales, au territoire, en allant chercher les personnes qui étaient intéressées par ce sujet, qui avaient envie de rentrer dans cette recherche. Et on a travaillé avec entre 10 et 15 jeunes par quartier. Donc, je vais vous rentrer un peu dans le détail après pour que vous compreniez bien, mais on a travaillé à chaque fois avec un groupe qui est resté le même tout au long de la recherche sur chacun des 10 quartiers. Donc les quartiers, les territoires sur lesquels on a travaillé, je vous les ai mis sur la diapositive. Donc on n'a pas réussi à travailler dans le Val d'Oise, mais on a travaillé en fait avec des personnes avec lesquelles on avait déjà eu des contacts, des relations. Vu que c'est une recherche qui a duré sur un temps très long, il fallait qu'on s'assure d'avoir des partenariats sur le temps long, mais on est ouvert
tout de même à travailler sur le Val d'Oise, bien entendu. Et en tout cas, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir des quartiers populaires très divers, hein. Vous le voyez dans la liste, on a donc un quartier à Paris intramuros, dans le 18e, et on a, par exemple, vers Saint-Denis, qui est un quartier en Seine-et-Marne, qui est un quartier périurbain, pas très loin de Corbeil-Essonnes, qui était aussi un des terrains. On a des quartiers qui sont proches de Paris, Aubervilliers, Pantin, qui connaissent des processus de gentrification, hein, d'extension de Paris et d'arrivée massive de classes sociales plus aisées dans ces quartiers populaires, avec des transformations majeures du territoire et des impacts forts sur la jeunesse. Mais aussi dans des quartiers très traditionnels, quand on a l'image quartier populaire en France, quartier politique de la ville, donc Nanterre, on a travaillé dans le quartier du Petit Nanterre, hein, le quartier qui jouxte l'université, et dont l'histoire recoupe parfaitement l'histoire des logements sociaux et l'histoire de la politique de la ville, un quartier classique de tours et de bars qui a connu les bidonvilles, etc. Dernier point que je voulais dire en introduction, c'est qu'on a mené une recherche participative. Pour nous, ça voulait dire reconnaître le travail de chacun et donc que tout le monde se mette au travail dans la recherche. Donc nous, en tant que chercheurs, on était payés pour faire ce travail. Les professionnels de la jeunesse étaient payés pour faire ce travail. On a indemnisé les associations avec lesquelles, enfin les structures avec lesquelles on a travaillé. Et on a fait le choix d'indemniser les jeunes avec lesquels on a travaillé. Là aussi pour leur dire qu'on leur demandait vraiment un travail et pour qu'on arrive à travailler en fait les rapports d'inégalité, d'asymétrie des positions, même si bien sûr ils n'étaient pas payés comme nous, comme les professionnels de la jeunesse, mais voilà, il y avait quelque chose qui rentrait là-dedans. Donc on pourra y revenir dans la discussion, hein, mais simplement vous dire que qu'on a fait le choix sur la plupart des territoires de recruter les jeunes sans leur dire qu'ils allaient être indemnisés, pour pas que ça soit la motivation première de leur participation. Mais que bien entendu ça a pu jouer un rôle dans leur engagement sur le temps long, même si on s'est rendu compte qu'ils sont continués parce que le projet a débordé, a continué plus longtemps que ce qu'il devait, et ils ont continué à s'impliquer en dehors du cadre de la rémunération quand notre budget était arrivé à épuisement. Voilà, donc je vais d'abord revenir sur pourquoi on a voulu faire cette recherche participative en quelques mots. Bon, c'est quelques petits points un peu théorique, on va dire, qu'on se pose en tant que chercheur, mais ça me paraissait important de vous le dire pour que vous voyez dans quelle posture on se situe. On était vraiment une équipe de chercheurs où on avait l'ambition de travailler sur cette question de la démocratisation de la recherche, hein, c'est-à-dire de faire sortir l'université et la recherche d'une tour d'ivoire et dans laquelle on va réfléchir à des questions qu'on se pose nous et travailler entre nous, discuter entre nous. Et d'aller produire de la recherche avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la recherche et de travailler sur ce dialogue entre science et société qui est quelque chose qui est aujourd'hui assez à la mode et qui, à notre grand bonheur, se développe. On a aussi voulu mener une recherche participative parce qu'on voulait prendre en compte la diversité des savoirs, hein, donc dire voilà, il y a des savoirs universitaires, théoriques, mais il y a aussi les savoirs de terrain, les savoirs professionnels de tous les professionnels de la jeunesse avec lesquels on a travaillé notamment. Et puis il y a aussi tous les savoirs des jeunes. Alors on parle beaucoup du savoir d'usage, hein, mais nous on parlait plutôt des savoirs d'expérience, hein, c'est-à-dire des expériences des jeunes, de ce que chacun vivait, et qu'on croyait au fait que le dialogue entre ces différents savoirs, l'articulation entre ces différents savoirs pouvait nous permettre de produire des connaissances différentes de celles qui sont menées dans des recherches traditionnelles dans lesquelles les chercheurs vont rencontrer des personnes, faire un entretien, puis repartent et ne donnent plus de nouvelles et vont publier leur article dans une revue scientifique que pas grand monde ne lit à part les chercheurs. Et enfin, on avait vraiment un objectif d'émancipation, d'empowerment, d'empouvoirment, comme vous voulez le traduire. En tout cas, cette idée que par la recherche, les jeunes pouvaient acquérir des compétences, se conscientiser, enfin réfléchir aux situations qu'ils traversent, se rendre compte que si ce sont des situations individuelles, ce sont néanmoins des situations qui sont partagées, qui sont aussi collectives, et donc se sentir appartenir aussi à un collectif, sortir un petit peu de situations très individuelles, enfin des choses que vous connaissez dans votre quotidien, j'imagine, mais qui sont
encore assez rarement des objectifs qui sont mis au centre des processus de recherche. Alors, comment on a travaillé? Donc, comme je vous l'ai dit, la recherche, elle s'est étalée de 2017 à 2022 avec le Covid au milieu, on pourra y revenir aussi, mais on a commencé en travaillant vraiment sur chacun des territoires, sur chacun des 10 quartiers, pendant environ 6 mois. Donc, les jeunes, à ce moment-là, se rencontraient au sein de leur groupe, sur leur territoire, mais pas entre eux. On avait vraiment, quand on a dit des ateliers, c'est qu'on a regroupé ces jeunes au départ en leur disant on va travailler sur votre expérience urbaine. On est parti de leur expérience dans la ville et à partir de là, on a fait émerger des thématiques, puisque voilà, l'expérience urbaine nous a amené à faire par exemple des parcours commentés, puis du coup à parler de ce qui se passait sur chacun des endroits du quartier, des territoires, et donc à aller sur d'autres thématiques. Donc, on a travaillé en utilisant beaucoup des méthodes de l'éducation populaire. Donc, c'est là aussi que on était certains à être formés à ces méthodes, mais on a aussi beaucoup appris avec les professionnels jeunesse, puisqu'on a co-animé les ateliers pour produire des connaissances. On a travaillé beaucoup à partir de matériel apporté par les participants. Donc, on leur demandait d'apporter des objets, des photos de manière traditionnelle. On leur donnait des petits exercices à faire d'un atelier à l'autre pour qu'ils arrivent avec des choses sur lesquelles on travaillait. Et puis, on a utilisé des outils beaucoup plus classiques de la sociologie. Donc, par exemple, des cartes mentales. On demande aux jeunes de dessiner leur quartier en voyant ce qu'ils mettent en avant par rapport à d'autres choses et en analysant ça. Donc les parcours commentés dont j'ai déjà parlé, on les laissait nous guider dans le quartier, nous montrer les endroits qu'ils voulaient nous montrer, nous parler aussi des endroits qu'ils ne voulaient pas nous montrer ou qu'ils ne voulaient pas qu'on voit. Et ce qu'on a vraiment essayé de faire tout au long de ce processus-là, de ce temps-là, c'est d'associer les jeunes à l'analyse. Encore une fois, c'était pas de dire faites votre carte mentale et puis nous on va aller l'analyser. On a demandé aux jeunes de faire leur carte mentale sur cet exercice-là, par exemple. Ensuite, on leur a demandé de se présenter l'un à l'autre par groupe de 2 leur carte mentale, donc de s'expliquer pourquoi ils avaient fait comme ça. Puis on est passé en plus grand groupe. Et à partir de là, dans l'étape suivante, ils ont aussi travaillé avec les jeunes des autres territoires. Je vais y revenir après. Et donc, ça nous permettait, là, vous voyez, vraiment d'analyser ensemble, puisqu'ils faisaient petit à petit émerger les points communs, les divergences sur leurs différentes cartes. Ça les amenait à réfléchir sur pourquoi il y avait ces écarts, etc. Et à partir de là, nous, on pouvait aussi apporter des choses à partir de nos savoirs, notre posture. Et vous le verrez sur le site internet et dans le livre, c'est au fur et à mesure de ces ateliers que les thématiques ont émergé, les thématiques qu'on a approfondies. Donc bien entendu le quartier, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais aussi les relations filles-garçons, le sport, la religion, l'avenir, les études, enfin vraiment tout un panel de thèmes qui fait partie de la vie des jeunes, les discriminations, l'engagement bien entendu, leur trajectoire, et donc voilà une mosaïque de choses. On a essayé de balayer l'expérience des jeunes, mais pas à partir de ce que nous on imaginait de leur expérience, mais à partir de ce qui est venu, de ce qu'ils ont pu nous apporter. Un point qui est important aussi, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la diversification des manières de les faire parler et réfléchir. Et donc, je vous l'ai dit, on a travaillé en se promenant, avec des dessins, avec de l'écrit, mais on a aussi choisi d'utiliser la vidéo en se disant, là pour le coup de notre point de vue de chercheur, comme l'a dit Madame la Préfète, plus si jeune quand même, mais où, voilà, on voyait les jeunes toujours avec le téléphone, la vidéo, etc. On s'est dit que la vidéo pouvait a priori être un outil d'expression intéressant. Et donc, on a demandé aux jeunes de réaliser des petites vidéos de 2 minutes maximum, il y en a qui dépassent un peu, mais 2 minutes maximum, pour parler d'un lieu et d'un thème. Donc, c'était ça la consigne. C'était, voilà, vous avez sur votre quartier, il y en a qui se sont affranchis de la consigne et sont allés au-delà de leur quartier, mais vous pouvez parler d'un lieu, d'un thème, et on les a laissés complètement libres de faire une fiction, un documentaire, un reportage, enfin ce qu'ils avaient envie.
Et nous, on les a simplement accompagnés pour essayer le montage, par exemple, les questions techniques, quand ils ne savaient pas trop comment faire leur affaire. On a essayé de, voilà. Donc on a eu des formations aussi sur ce sujet-là, les chercheurs, les professionnels, les jeunes, pour être en mesure de les accompagner. Toutes les vidéos sont aussi sur le site internet. Je vais vous en montrer 2 juste après, mais vous pouvez les voir. Donc ça nous a permis vraiment de découvrir aussi, de faire parler autrement les jeunes et d'avoir encore d'autres types, d'autres discours. Et puis, bien entendu, ça a été un outil important pour l'analyse. Alors c'est là que la question technique va arriver. Je voulais vous montrer 2 vidéos. Donc une première qui est une vidéo qui a été réalisée par un jeune de Pantin. Donc Pantin, qui est une commune qui est située juste à l'est de Paris, qui est limitrophe de Paris, à l'est de Paris, et qui connaît un processus très fort de gentrification, vraiment avec une arrivée massive des classes supérieures dans la commune, et qui est aussi un quartier, une ville, traditionnellement populaire, hein, avec des grands quartiers d'habitat social, comme le quartier des 4 Chemins, les Courtillères avec le fameux Serpentin. Et donc, un des jeunes a fait sa vidéo sur ces processus-là. Donc là, je lance. On va voir si on a du son. Tout marche. Voilà, donc le site qui s'affiche n'est plus le bon, c'était le site qu'on avait au fur et à mesure de la recherche, mais normalement ça va vous renvoyer vers le site actuel. Donc là c'est vraiment un sujet, cette question de la gentrification qui est vraiment venue très rapidement dans les ateliers et où les jeunes se sont rendus compte en fait à quel point c'était partagé entre eux. En fait, ce que nous a vraiment permis la méthode par rapport à d'autres recherches qui ont été menées sur la gentrification, c'est de voir que les jeunes sont en fait assez ambivalents par rapport à cette gentrification, puisque d'un côté, ça leur permet de bénéficier d'une ville plus propre, plus agréable, plus calme, d'un cadre renouvelé, agréable, etc. Enfin, je reprends leurs mots. Mais en même temps qui les satisfont tant qu'ils sont encore chez leurs parents. Tous les jeunes là, habitaient encore chez leurs parents et qu'ils avaient un lieu dans lequel habiter, mais qui s'interrogeaient vraiment très fortement sur comment ils allaient faire une fois qu'ils allaient vouloir partir de chez leurs parents, puisqu'ils voyaient bien tous que en fait, la ville devenait inaccessible. Les prix de l'immobilier montaient en flèche et qu'ils n'allaient pas pouvoir se reloger. Et donc, avec l'ensemble de ces logements que vous voyez un peu dans la vidéo cette fascination quand même pour tous ces nouveaux bâtiments, mais qui sont bien sûr complètement inaccessibles pour les parents des jeunes. Donc ça nourrit aussi des ambitions en termes d'avenir professionnel, de pouvoir un jour avoir un salaire qui permettrait d'accéder à ces logements.
Et puis vous voyez aussi bien la violence symbolique à travers cette vidéo, enfin symbolique, qui n'est pas du tout que symbolique, pour ce jeune en particulier, puisqu'il dit un moment dans la vidéo, enfin il écrit dans la vidéo, j'ai vu les transformations de ma fenêtre, et on voit ensuite la partie qui reste non rénovée. Donc lui habite dans cette partie non rénovée, dans un immeuble insalubre. Il habite dans un 2 pièces avec sa mère qui est tombée malade du fait de l'insalubrité du logement. Ils ne parviennent pas à obtenir un logement social. Ils ont des conditions de vie, ils avaient à ce moment-là des conditions de vie très dures, et ils voyaient toute cette transformation se faire. Et en même temps, ce jeune, lui, était parti étudier à la fac à Paris, essayer de sortir un peu, de se rapprocher de ce nouveau monde qui lui-même se rapprochait de lui, alors qu'en même temps, ce monde reste inaccessible. Donc vous voyez, ça nous apporte ce discours vraiment propre à partir de son expérience, et c'est un outil vraiment intéressant aussi pour faire discuter les jeunes entre eux à partir de ce qu'ils ont pu vivre. Donc ça, c'est une des thématiques qui est beaucoup ressortie sur ce territoire. Et je voulais vous montrer une deuxième vidéo qui concerne la religion, qui est aussi un des thèmes qu'on n'avait pas, là, de notre université, qu'on n'avait pas imaginé prendre autant de force, autant de place, autant de force dans la vie des jeunes. Un dimanche matin dans cette église pour filmer les lieux. Alors le son est assez mal mixé, donc il va falloir essayer d'augmenter un petit peu quand il se met à parler. Excusez-moi, je remets un peu avant du coup. Je suis arrivé un dimanche matin dans cette église pour filmer les lieux afin d'enrichir notre capsule. Je suis arrivé en retard et en franchissant les portes, en pleine messe, le prêtre s'avance vers moi, me tend la main et me dit « Mes salutations, enfant de Dieu ». Et ce qui m'a le plus surpris durant la messe, c'est que lorsque tout le monde s'est mis à chanter, une dame à ma droite était dans un état de mysticisme. Elle fermait les yeux, criait le chant et balançait son corps d'avant en arrière. Je vis dans un quartier où la majeure partie de la population est musulmane. C'est pour cela que cette mosquée est beaucoup plus fréquentée que l'église. On s'y rend avec mes amis et ma famille la plupart des vendredis pour écouter les rappels de l'imam, lors des prières nocturnes durant le ramadan, et pour plein d'autres choses et à d'autres moments. Cours de Coran, cours d'arabe, déjeuner avec les plus nécessiteux, etc. L'église et la mosquée sont à quelques mètres l'une de l'autre. Donc voilà. Cette vidéo qui a été tournée donc, dans le quartier du Petit Nanterre, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc sur les 130 jeunes avec lesquels on a participé, 90% des jeunes se déclaraient, se reconnaissaient appartenir à une religion, et parmi eux, 90% de religion musulmane. Donc c'est pas, on n'a pas recruté sur les questions de religion, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu très fortement, qui témoigne bien entendu des territoires sur lesquels on a travaillé. Et voilà, on a vraiment vu cette question émerger, et on s'est rendu compte à quel point la question religieuse structurait la vie des jeunes, leur rapport à leurs expériences, leur rapport à l'avenir, la manière de se projeter dans un avenir familial, un avenir professionnel, etc., qui correspond à la quête actuelle de spiritualité, de manière plus générale. On ne peut pas forcément considérer que c'est un retour massif aux religieux en tant que tel, mais qui caractérise plus généralement le retour d'une quête spirituelle dans notre société aujourd'hui.
Ce qui est assez intéressant avec cette vidéo, enfin dans la manière dont elle a été produite, c'est que donc au Petit-Nanterre, le Petit-Nanterre, c'est un quartier qui a été habité initialement et encore aujourd'hui beaucoup du fait de l'immigration algérienne. C'est les bidonvilles, puis les immeubles de logements sociaux qui ont été construits, avec une très forte majorité de population musulmane. Et donc les jeunes étaient, sur les 14 jeunes, il y en avait 12 qui étaient de religion musulmane. Donc quand on a demandé sur quel lieu vous voulez montrer, sur quoi vous voulez faire des vidéos, etc., il y a eu cette discussion très forte autour de comment on va montrer la religion. Et donc il faut à tout prix faire une vidéo sur la mosquée. Mais en même temps, cette préoccupation de se dire, oui, mais si on montre que la mosquée, on va encore dire qu'on s'intéresse, qu'on met en avant que notre religion, on va nourrir les préjugés, etc. Donc comment on fait? Au Petit-Nanterre, il y a aussi une église, donc on va montrer les deux, on va faire une vidéo qui montre les deux. Et en l'occurrence, la personne qui a réalisé cette vidéo, donc ça c'est aussi, ça me semble assez intéressant, en fait c'est une fille qui a donc demandé à un garçon de lire son texte, et c'est une jeune fille qui est voilée, et donc c'est son texte, c'est son expérience. Donc quand elle dit « j'ai été dans l'église un dimanche matin », elle était effectivement dans l'église un dimanche matin, elle est arrivée, jeune fille voilée dans l'église. Et donc en fait tout ça, ça nourrit vraiment aussi son discours, son expérience. Via la recherche, elle s'est dit bon, il faut que j'aille voir, j'ai jamais mis les pieds dans cette église, il faut que j'aille voir. Elle a raconté aux autres, ça a généré des discussions. On a pu parler du coup des différentes religions, de ce que chacun mettait derrière, etc. Donc vous voyez comment, via la recherche, on est déjà arrivé à ce processus de comment on compare, qu'est-ce qu'on en fait, comment on analyse. Donc voilà, donc ça c'est deux vidéos sur deux thèmes. Vous pourrez aller en regarder d'autres. Donc là, je vais peut-être accélérer un peu. Pour finir, donc sur la méthode, ensuite, on a réuni l'ensemble des jeunes des 10 quartiers. Donc vous avez une photo ici, on les a réunis pendant un week-end, l'ensemble des jeunes, l'ensemble des chercheurs, l'ensemble des professionnels, pendant un week-end à Paris, avec vraiment cette idée de les faire travailler ensemble à partir de ce qu'ils avaient travaillé dans chacun des groupes. Et donc, ils ont pu mettre en commun leurs analyses, comparer d'un territoire à l'autre ce qui était similaire, différent, et ce qu'ils avaient à discuter. Il y a eu vraiment un enthousiasme important de la part des participants. Et se sont rejoués à ce moment-là des discussions sur la hiérarchisation entre les quartiers, en disant oui, tel quartier, c'est plus dur que chez nous. Vers Saint-Denis a été très fortement stigmatisé parce que c'était un quartier vu comme rural, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas un quartier populaire. Voilà, donc Vers Saint-Denis était obligé de se défendre, de prendre la parole, de dire pourquoi eux se reconnaissaient aussi dans cette catégorie, qu'est-ce qu'ils avaient travaillé, etc. Beaucoup de stigmatisation aussi sur le quartier de Corbeil-Essonnes, les Tarterets, en disant oh là là, il y a les jeunes des Tarterets qui sont là, donc des jeunes d'autres quartiers disant mais nous, on a peur en fait avec ces jeunes dans la salle, donc, et comment au fur et à mesure du week-end ils ont pu discuter, essayer de comprendre ce qui faisait peur, ce qui était différent ou pas d'un quartier à l'autre, etc. Et ce qu'on a vu aussi, c'est comment des relations se sont créées, des amitiés se sont créées finalement d'un quartier à l'autre, et on peut aussi étendre finalement les territoires de circulation des jeunes qui se sont mis à se déplacer davantage aussi en Île-de-France pour aller à la rencontre des uns et des autres. On n'a pas voulu s'arrêter à ce stade-là, on a voulu vraiment poursuivre avec les jeunes et donc écrire avec les jeunes. Alors là, je fais les entretiens, mais j'étais passée à l'autre étape. Donc on a voulu écrire avec les jeunes et donc c'est là que l'indemnisation s'est arrêtée. C'est à ce moment-là, on n'avait pas prévu d'aller plus loin. On a proposé aux jeunes de continuer, donc de se retrouver à nouveau un week-end tous ensemble pour écrire, et on a eu 90 jeunes qui sont venus avec les professionnels de la jeunesse. Donc on s'est retrouvés à la campagne, on a écrit ou commencé à écrire la plupart des textes qui figurent dans le livre et qui avaient déjà été, les analyses avaient déjà été travaillées, mais là l'idée c'était d'arriver à les mettre en mots. Donc là aussi on a utilisé différentes méthodes. On a pu soit le groupe débattait, on prenait des notes, puis on relisait, on arrivait à un texte, soit on pouvait les enregistrer et puis on retranscrivait, soit ils écrivaient eux-mêmes. Ça c'est vraiment en fonction de chacun. Il y a tout un tas de méthodes qui ont été utilisées.
Et puis ce que j'ai passé là vite fait, c'est qu'on a aussi fait des entretiens individuels avec chacun des jeunes, dans une méthode très classique là, que nous on a l'habitude d'utiliser en recherche, pour essayer d'aller plus loin dans la trajectoire de ces jeunes, de revenir vraiment sur les différentes étapes de leur trajectoire et de leur permettre d'avoir un espace où s'exprimer individuellement à l'écart du groupe. Et vous n'êtes pas sans savoir que, bien entendu, ce qui va être dit en individuel va pas être la même chose exactement que ce qui va être dit en collectif. Et donc, il y a toute une série de thématiques sur lesquelles on a pu revenir vers eux et rediscuter avec eux. Donc, par exemple, sur les questions de religion, notamment sur les questions de mariage, des jeunes filles qui pouvaient dire « je me marierai jamais avec quelqu'un qui n'est pas de ma religion », qui, en entretien individuel, avait un discours plus nuancé, sur les pratiques dans le quartier, sur ce qu'elles disaient faire ou ne pas faire dans le quartier, et puis comment ça se passe quand on le raconte en individuel. Et donc, on a pu ensuite enrichir les discussions et les analyses à partir de ça. On a travaillé sur la restitution. On s'est vraiment interrogé sur comment on allait restituer ce travail, comme je vous l'ai dit, pour ne pas avoir seulement des articles scientifiques. Donc il y a les vidéos qui sont sur le site internet dont je vous ai parlé, l'ouvrage collectif. Donc on a vraiment travaillé comme un abécédaire. En fait, on a travaillé avec un éditeur qui est une petite maison d'édition qui s'appelle CF Édition, qui nous a vraiment accompagnés dans le travail graphique. Alors j'insiste parce qu'en fait on s'est dit, mais si on a un livre classique qui se lit de A à Z avec des textes qui s'enchaînent, on ne va pas y arriver. On avait cet enjeu de dire, il y a des jeunes qui ont écrit des textes, il y a des chercheurs qui ont écrit des textes, il y a des professionnels qui ont écrit des textes, il y a des textes qui sont coécrits. Comment on va faire pour qu'il n'y ait pas le texte de chercheur et un petit encadré avec le jeune a dit, que ça n'apparaisse pas en fait comme un processus de re-hiérarchisation de tout ce qu'on avait essayé de déconstruire pour travailler ensemble. Et donc voilà, là il y a un vrai, on a beaucoup travaillé sur le graphisme pour que les textes n'apparaissent pas de manière trop différente les unes des autres. Enfin, vous pourrez nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé, avec aussi beaucoup de photos, etc. Ce qui permet d'entrer par thème. Par exemple, vous voulez aller voir quelque chose sur le quartier, vous allez lire le quartier. Il y a des systèmes de renvoi d'une notice à l'autre pour se dire, voilà, ce thème est lié à tel autre. Et puis, vous pouvez aussi faire une lecture classique du début à la fin des 300 pages, si vous en avez le courage. On a aussi eu des produits scientifiques classiques, des articles scientifiques. Et puis on a aussi des produits qui mobilisent d'autres médias. Donc sur le site internet, il y a un film documentaire qui dure 3/4 d'heure, il me semble, sur le processus de la recherche, qui revient un peu sur ce que je vous explique là, mais en donnant la parole à la diversité des acteurs qui ont participé à la recherche. Il y a une pièce de théâtre vivace qui aurait été magnifique dans ce théâtre, donc j'invite Point commun à revenir vers nous pour la programmer, qui a été présentée au Congrès des centres sociaux le week-end dernier pour celles et ceux qui y étaient, qui est en fait une pièce qui n'est pas écrite à partir de la recherche, mais qui met en scène les textes de la recherche, donc qui met en scène essentiellement les textes des jeunes. Donc c'est une dramaturge qui a travaillé sur ajuster les textes en fait pour faire un travail de dramaturgie pour qu'ils puissent être sur la scène, et donc ça permet de balayer aussi là un grand nombre de thématiques, et c'est un outil à chaque fois ça marche vraiment bien, c'est vraiment un outil qui permet de lancer le débat, que ce soit avec des professionnels, avec des jeunes, avec des publics scolaires, avec le grand public, puisqu'il y a des points de vue très différents qui sont exprimés. Ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, c'est de ne pas écraser les points de vue, c'est-à-dire de ne pas ressortir avec un discours en disant voilà, c'est un jeune de quartier. Je vais peut-être pas assez insister là-dessus, mais un des points de départ ce qui nous a aussi motivés au départ, c'était de dire il y a cette catégorie jeune de quartier avec une image très stéréotypée derrière. On a envie de mener un travail qui montre qu'en fait il y a une grande diversité derrière, et on voulait que les productions issues de la recherche n'écrasent pas et ne retombent pas sur quelque chose de voilà comment pensent, comment sont, comment imaginent l'avenir les jeunes des quartiers. Donc le livre, comme la pièce de théâtre, en fait, montre une diversité de points de vue. C'est-à-dire qu'à la fin de la lecture, vous ne pourrez pas dire voilà, c'est comme ça, mais vous pourrez avoir un kaléidoscope de ce qui fait ça. Il y a aussi une série de podcasts qui a été produit avec le média en ligne The Conversation France. Un film, Admire ma peau noire, qui a été réalisé par une jeune de la recherche qui
au fur et à mesure de la recherche, a vraiment réfléchi sur ces questions de discrimination et sur comment elle pouvait prendre la parole, elle, pour parler de ça. Et donc, elle a invité ses copines de la recherche et au-delà à témoigner dans ce film documentaire qui est accessible en ligne, voilà, dans lequel elle a réfléchi sur ces questions. Et puis, il y a des nouvelles recherches qui ont été conduites par la suite. Alors, pour terminer, si j'ai encore 5 minutes, je voulais simplement vous donner quelques résultats sur les trajectoires, parce que c'est quelque chose qui, on m'a dit, vous intéressait pas mal de savoir ces questions d'études, de trajectoires. Donc, déjà, dans le livre ou sur le site internet, vous avez un certain nombre de notices qui sont associées à cette question-là. Donc, bien sûr, avenir, études, origine, et puis il y en a d'autres. Et puis, on a publié récemment un article scientifique, mais qui est écrit en mettant en avant des portraits de jeunes, donc vous pouvez aussi aller lire les portraits, qui montrent une série de trajectoires. Ce qu'on a vu au fil de la recherche, c'est que les jeunes étaient plus ou moins entrepreneurs d'eux-mêmes. En fait, on est parti de cette notion d'entrepreneurs d'eux-mêmes, parce que c'est quelque chose, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'on demande beaucoup aux jeunes aujourd'hui, et de plus en plus avec les processus de sélection scolaire. On leur demande d'apprendre à choisir les bonnes options, à choisir comment s'orienter, et à déjà penser à comment ils vont s'intégrer dans la vie professionnelle et dans la vie en général, et donc à devenir entrepreneurs d'eux-mêmes. Et cette injonction qui leur est faite, notamment aussi via la production d'un discours sur soi, c'est-à-dire écrire un CV, écrire des lettres de motivation, se vendre soi-même, cette injonction qui leur est faite est vraiment plus ou moins maîtrisée suivant les jeunes. Donc là, je vous apprends rien. Mais ce qu'on voit bien, c'est comment certains jeunes peuvent avoir un discours de maîtrise où ils semblent maîtriser tout à fait leur trajectoire, expliquer voilà, moi j'ai fait ces choix-là, voilà ma stratégie, etc. Et comment ils peuvent ensuite tomber de haut quand ils se retrouvent dans leurs études ou dans le milieu du travail, en se rendant compte à un moment qu'ils ont essayé de se conformer à un certain nombre de choses qu'on attendait d'eux et que en fait, c'est pas du tout là-dedans qu'ils veulent arriver. On a aussi beaucoup de récits qui sont marqués par l'indécision, par ce qu'on a appelé des trajectoires saccadées, des récits de découragement très forts, et là, des difficultés beaucoup plus grandes à répondre aux attentes, et où là, les jeunes n'arrivent pas à produire ce discours sur soi, à se présenter comme étant entrepreneurs d'eux-mêmes, sentent très fortement ce décalage et là sont beaucoup plus dans une attitude de demande d'aide, de conseils, de soutien pour savoir comment avancer. Bien sûr, c'est en lien avec leurs capitaux scolaires, leurs capitaux familiaux, suivant où ils se positionnent, même s'ils sont tous de classe populaire, les classes populaires sont diverses, donc en fonction de où ils se positionnent, et puis en fonction de ce qui leur est arrivé dans leur parcours. Alors, il y a beaucoup d'histoires de discrimination qui créent des ruptures dans les parcours. Notamment pour les jeunes filles qui décident de se voiler à un moment ou qui sont voilées et qui décident de bifurquer complètement de trajectoire parce qu'elles souhaitent pouvoir continuer à porter leur voile. Donc plusieurs jeunes filles qui, a priori, seraient plutôt faites pour aller en BTS ou en DUT, mais ces études-là, c'est dans des lycées, et donc aller dans un lycée, ça veut dire retirer son voile, qui donc vont à la fac, qui se retrouvent dans des promotions, des amphis pire que celui-là, et qui voilà, à l'université, on a assez peu les moyens d'accompagner individuellement les étudiants dans les premières années, et qui se retrouvent rapidement en décrochage. Alors, je généralise pas, c'est pour vous dire quelques exemples. Mais ce qu'on voit, c'est aussi toutes les stratégies qu'ils mettent en place, que ce soit des stratégies dans leur discours ou des réelles stratégies pour s'ajuster aux différentes contraintes. En disant, par exemple, j'ai Parcoursup, alors Parcoursup, j'avais demandé telle formation, mais je ne l'ai pas eu. Mais en fait, c'est mieux parce que cette formation-là me correspond plus. Donc un discours d'ajustement aux contraintes pour aussi continuer à aller de l'avant et se dire, en fait, là, je vais quand même trouver quelque chose, je vais quand même, voilà, des manières de rebondir et de s'ajuster
pour y arriver. Et puis des tactiques différentes, de se dire, ben voilà, moi j'ai demandé, j'ai tout fait pour aller, par exemple, dans un lycée à Paris, parce que je me suis dit qu'en allant dans un lycée à Paris, ensuite je pourrais demander les études que j'ai envie de faire par rapport à mes camarades qui vont rester, voilà. Et c'est là que c'était intéressant de travailler à l'échelle de la région Île-de-France aussi, parce que quand on habite à Pantin, aller dans un lycée parisien, le 19e, c'est juste à côté. Par contre, quand on habite à Corbeil-Essonnes, ou à Clichy-sous-Bois, avoir cette stratégie-là, c'est quand même tout un autre travail. Bon, voilà quelques éléments, on pourra y revenir dans la discussion. Sur l'engagement, là non plus, je vous apprendrai rien, mais on a bien sûr, la recherche a confirmé que les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui sont engagés, ont envie de s'engager. Mais simplement que ça ne correspond pas au cadre traditionnel de l'engagement avec lesquels on peut parler dans le discours majoritaire, dans le discours médiatique. Notamment, on a très peu de jeunes qui se reconnaissent, qui s'intéressent à la politique. Alors quand on leur demande « vous intéressez-vous à la politique ?» qu'ils entendent au sens de voter, participer aux élections, se présenter, faire partie de listes, devenir élu, etc., même s'il y en a. Majoritairement, ils disent non, ça m'intéresse pas, voilà. Mais en fait, ils font de la politique, simplement d'une autre manière. Ce qui apparaît, c'est que ce qui mobilise vraiment les jeunes, c'est des engagements concrets, immédiats, avec des résultats rapides. Par exemple, les maraudes. Pendant le Covid, il y a eu tout un tas ça a vraiment émergé avec force, avec des initiatives d'engagement liées aux questions de solidarité. Ça n'a pas émergé, mais ça a été rendu visible d'un coup. Et puis ils expliquent par exemple que pour eux l'engagement, la maraude, c'est un groupe WhatsApp, c'est pas un engagement sur une longue durée où on va aller adhérer à une association puis je ne sais quoi faire. On va à un moment dire oui, moi ça m'intéresse, je me mets sur le groupe, je vais participer à faire les cours, je vais participer à faire la distribution et puis j'y retournerai peut-être ou peut-être pas, et peut-être que ça va m'amener à faire autre chose derrière, mais c'est des engagements ponctuels. Beaucoup d'engagements qui sont liés donc à la solidarité sur le quartier, à la solidarité familiale, la solidarité de voisinage, et beaucoup d'engagements aussi qui sont liés au pays d'origine. Alors, la plupart des jeunes avec lesquels on a travaillé sont nés en France, mais souvent au pays d'origine du coup, de leurs parents, avec des questionnements autour de comment travailler sur les questions humanitaires, faire des voyages humanitaires, aller récolter des fonds pour pouvoir partir ou pour pouvoir avoir des échanges. Et ça se traduit aussi dans les projections d'avenir professionnel, avec énormément de jeunes qui s'imaginent entrepreneurs et dans l'import-export, ou en tout cas dans un lien avec le pays d'origine, quand ils ne s'imaginent pas tout simplement retourner dans le pays d'origine, et notamment très fortement pour les jeunes musulmans, et les jeunes femmes musulmanes spécialement, qui se disent qu'elles ne pourront jamais en France vivre leur religion comme elles l'entendent, et qui donc se projettent dans cet avenir-là. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le feront effectivement. On est en train aujourd'hui de refaire une vague d'entretien avec les jeunes avec lesquels on a travaillé. Donc 5 ans plus tard, par rapport aux entretiens, c'est pas forcément ça qui est arrivé. On parle bien de la projection et autant de la jeunesse dans quel avenir on peut se voir. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dépassé. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. leur quartier pour faire mousser un petit peu tout ça et faire bouger peut-être les choses ou les mentalités ou les emmener à s'investir, à s'engager ou autre. Voilà. Alors on a vraiment eu ce principe de ne pas intégrer d'autres jeunes dans les groupes de la recherche. Ça fait partie du protocole de la scientifique. On a dit qu'on travaille avec les mêmes jeunes du début à la fin. Néanmoins, on a fait des temps de restitution, on a par exemple montré les vidéos, on a fait des temps d'échange à partir de ce qui avait pu être fait. Et les structures avec lesquelles on a travaillé ont aussi parlé du travail. Donc ça a été, même pour les professionnels aussi,
manière de retrouver du sens ou de retrouver d'autres manières de trouver d'autres manières de travailler avec les jeunes. Donc ça a pu amener un nouveau souffle, on va dire, par endroit. Et ça a créé des connaissances nouvelles, ça a élargi les publics des structures, puisqu'on a travaillé au sein de structures, mais pas forcément avec uniquement les jeunes de la structure. Donc ça a pu amener des jeunes qui n'y étaient pas, et ça a pu, voilà, autour de ça, amener d'autres personnes. Et après, sur certains territoires, la recherche a amené d'autres formes de recherche ou d'autres projets. Donc notamment à Corbeil-Essonnes, des recherches continuent autour des questions de RIX notamment, qui sont des questions très fortes. Donc il y a une association qui s'est créée, une association qui est composée à la base des jeunes qui ont participé au projet, qui s'appelle Culture et Loisirs pour tous, où ils travaillent cette question des RIX, ils travaillent sur les liens entre les grands et les petits. Ils ont organisé voilà, des séjours, etc. Sur ces questions-là. À Clichy-sous-Bois, ils ont continué à travailler en intégrant d'autres jeunes sur les questions là, vraiment d'engagement. Donc ils ont fait un voyage à Montréal, ils ont fait un voyage à Atlanta. Ils sont vraiment dans cette dynamique de on va voir ailleurs, on va se nourrir, on revient. Et donc voilà, ça amène aussi, il n'y a pas une nouvelle association qui s'est créée, mais avec une association partenaire, ils se sont formés du coup à la recherche de financement, comment on construit un projet, comment on va chercher des centres d'intérêt, etc. Et d'un point de vue individuel, donc là c'est ce qu'on est en train de travailler en retournant voir les jeunes avec une méthode classique d'entretien. On a vu comment la recherche a pu donner des compétences aux jeunes, mais surtout leur donner de la légitimité, enfin le sentiment de légitimité en tout cas, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui maintenant mettent la recherche, le fait qu'ils ont participé à la recherche dans leur CV, qui le disent, ils en parlent dans les entretiens, ils viennent avec le livre aux entretiens pour expliquer ce qu'ils ont fait et pour voilà, ne pas dire qu'on vient d'un quartier, mais arriver à expliquer qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça a pu, qu'est-ce que ça peut apporter aussi pour le métier qu'ils auraient à exercer et montrer qu'ils sont voilà, capables aussi de réfléchir, d'analyser, de parler, ça sur à des niveaux plus individuels du coup. Merci. Michel Forget, je suis président d'une association qui s'appelle l'Emploi Mission Action. Je voulais vous poser une question parce que vous avez tout à l'heure abordé le problème de la religion et plus particulièrement, vous avez cité effectivement le cas de jeunes filles qui renonçaient à certaines trajectoires dans le but effectivement le port du voile est finalement un petit peu l'obstacle et donc elles abandonnaient effectivement des trajectoires BTS, etc. pour aller en fac et puis quelque part c'est un peu un constat d'échec. Lié à cela, moi je fais un rapport immédiat avec ce qui s'est passé ce week-end dans le monde du sport, avec tous ces jeunes, ces hommes qui ont refusé effectivement de porter des maillots dans le cadre effectivement de cette journée de LGBT, de la reconnaissance de l'homosexualité. Est-ce que vous ne pensez pas que votre ressenti plus exactement sur cet aspect-là, au travers effectivement de ce que vous connaissez, est-ce qu'il n'y a pas un communautarisme qui peut devenir effectivement qui peut progresser? Et ce cloisonnement, est-ce que c'est pas inquiétant? C'est bon. Alors, je ne pense pas avoir dit que la religion était un problème, ou si je l'ai dit, je me suis mal exprimée. Sur les questions des jeunes filles, ça agit sur leur trajectoire, mais comme d'autres choses peuvent agir sur leur trajectoire. C'est-à-dire qu'à un moment, les jeunes des quartiers populaires, par exemple, peuvent souvent se trouver confrontés à des enseignants qui vont les orienter dans une direction plutôt que dans une autre. Ça oriente tout autant la trajectoire. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je le disais, hein, c'est comment ça peut amener. Donc moi, je ne vais pas m'engager sur un débat sur les questions de communautarisme. J'irai plutôt sur la force des communautés et sur ce que ces jeunes ont montré de
ce que pouvait leur apporter la force de leur communauté, dans un sens plus large que la question simplement religieuse, plutôt la question du territoire, la question des solidarités de voisinage, de quartier, comme j'en ai parlé à la fin, et comment ces territoires peuvent leur apporter une assise solide pour la suite. Donc voilà, je pense, nous, on n'a pas fait émerger au fil de la recherche une croissance du communautarisme ou un séparatisme. Voilà, c'est vraiment pas ces choses-là qui sont venues. Ce qui est apparu, c'est comment les jeunes sont en période de construction, cherchent à se construire, et que la religion, pas d'une manière intégriste, la religion comme une assise qui aide à se construire, une base qui aide à se construire et dont, à un moment, on peut s'émanciper ou on continue à vivre avec, ce qui ne signifie pas qu'on peut quand même être émancipé malgré tout. Voilà, donc c'est ce dialogue entre les deux, comme j'ai dit. Donc, encore une fois, c'est le moment où on a travaillé avec les jeunes, c'est un instant T de leur trajectoire et c'est la manière dont ils s'imaginent dans l'avenir. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont faire les choix qu'ils disent à ce moment-là. Dernière question. Désolé si c'est la dernière question, il y a peut-être d'autres personnes qui voulaient prendre la parole. Ce ne sera pas la dernière. Josué Romouet, je suis de la CAF du Val d'Oise et je voulais vous poser la question on est certainement, on représente certainement plein d'institutions, à la fois de communes, de centres sociaux, d'associations, d'institutions, même de partenaires qu'on appelle les partenaires financiers. Quelles leçons, quel enseignement vous pourriez tirer ou nous conseiller en fait de votre recherche sur nos dispositifs, sur nos actions, et pourquoi pas même notre schéma départemental? Alors, je ne vais pas m'engager sur des thématiques. Moi, ce que je retiens vraiment de cette recherche, c'est la force de la méthode qu'on a adoptée et qui me semble avoir vraiment permis aux jeunes à la fois d'exprimer des besoins, des attentes, etc., desquels on peut repartir sur les différentes thématiques qu'on a travaillées pour construire des plans d'action, mais de voir aussi comment ça les a engagés dans un processus, comment ça les a aussi mis en mouvement. Alors non pas qu'ils étaient immobiles avant, mais ça les a amenés dans une dynamique d'analyse, de réflexion qui me semble intéressante quand on réfléchit aux politiques publiques. Quand je dis ça, c'est donc quand par exemple, vous parlez du schéma départemental, et c'est comment, dans un schéma départemental, on ne va pas forcément définir les priorités d'emblée en disant, voilà, nous, en tant que professionnels, on identifie telle priorité, mais comment on va réfléchir à une méthode qui permet de travailler avec les jeunes pour définir les priorités avec les jeunes et d'engager les jeunes dans la définition de ces priorités et donc dans la résolution des problèmes ensuite. Alors c'est complètement utopique ce que je dis, parce que ça veut dire de le faire à grande échelle, ça paraît beaucoup, mais nous ce qu'on a vu, c'est comment en fait à partir de 10 quartiers, ce qui était quand même déjà un nombre important, on a pu mobiliser ces jeunes sur le temps long. Enfin, il y en a encore qui sont très mobilisés, qui continuent à faire des recherches, en partant de petits groupes, comment on arrive à agglomérer ensuite et à les engager dans un processus. Et à les reconnaître comme, ça, je pense que vous en êtes tous convaincus, mais à les reconnaître comme des gens qui ont des choses à dire, qui sont capables de réfléchir, qui sont capables d'analyser, et qui sont pas, qu'on va pas réduire à dire, comme c'est dit dans un des textes et dans la pièce de théâtre, qu'est-ce que tu veux nous jouer comme morceau de rap aujourd'hui ? Situation à laquelle ils se sentent régulièrement réduits d'après ce qu'on a pu travailler avec eux, quoi. Bonjour, je m'appelle Macan, je suis chef de service à l'association Images sur le territoire de Goussainville et de Fos. Pour commencer, je tenais à vous féliciter pour votre travail.
ça donne envie d'aller plus loin et de voir concrètement sur le livre quels ont pu être les échanges des jeunes. Et je voulais savoir au niveau des jeunes, est-ce que ça arrive que les jeunes vous accompagnent lors de présentation de votre recherche? Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu en avoir quelques-uns. Et aussi, avec quel type d'association vous avez travaillé pour mener votre travail? Et est-ce que les jeunes entre eux ont pu avoir des échanges? Est-ce qu'il y a pu y avoir, je sais pas, un groupe WhatsApp? Parce qu'ils se sont vus après? Est-ce qu'ils ont tissé des liens voilà. Alors oui, ça arrive très souvent que les jeunes viennent, mais ça arrive moins souvent au fur et à mesure qu'ils rentrent dans le monde du travail. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais ils viennent, en ce moment, ils sont déjà quand même pas mal mobilisés sur les représentations de la pièce de théâtre, puisqu'en fait, quand la pièce de théâtre est jouée, on fait ce qu'ils appellent un bord plateau à la fin, enfin des débats en fait avec le public. Et la pièce a été beaucoup jouée ces derniers temps, donc on les a pas mal mobilisés sur ces questions-là. Et sinon, c'est beaucoup des questions d'agenda en fait. C'est-à-dire que quand on a des sollicitations comme celle-là, on diffuse. Et ensuite, on voit si les personnes sont ou pas disponibles, mais c'est toujours très, très enrichissant. Ce qu'on essaye aussi, c'est de les faire venir dans les événements scientifiques, qui puissent prendre la parole devant aussi des chercheurs pour parler de leurs analyses. À la deuxième question, c'est est-ce que les jeunes ont pu échanger alors, dans le type de structure avec lesquelles on a travaillé, donc c'est essentiellement, alors c'est pas essentiellement, c'est très divers, pardon, c'est des espaces jeunesse municipaux, gérés par des municipalités, donc comme à Pantin, par exemple, c'est un espace municipal jeunesse. À Nanterre, on a travaillé avec une association d'accompagnement socioculturel, avec une association de théâtre et avec un club de prévention, donc 3 acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble sur le quartier. C'est avec ces 3 acteurs qu'on a travaillé. Voilà, suivant les territoires, en fait, c'était vraiment soit des structures municipales, soit des associations, soit des clubs de prévention, soit, comme à Corbeil-Essonnes, c'est plutôt des personnes qui étaient engagées dans le quartier, qui connaissaient des jeunes, qui avaient envie de s'impliquer dans la recherche, et voilà, qui avaient une expérience dans ce milieu, mais qui n'étaient pas rattachées à une structure en particulier, en fonction des spécificités du terrain. Et aujourd'hui, les jeunes continuent à dialoguer, donc soit sur leur... alors, il y a bien sûr des jeunes qui ont disparu, hein, c'est pas non plus le monde idéal où tout le monde est resté mobilisé. Voilà. Et puis en plus, entre 17 ans et 23 ans, si je prends ceux qui avaient 17 ans au début, il s'est passé des choses dans leur vie. Ils ne sont pas forcément tous encore intéressés sur ce projet, mais il y a quand même encore des jeunes qui sont dedans. Et donc ils ont continué comme je disais, alors il y a des amitiés qui se sont créées, il y a eu un bébé qui est né, pour la petite histoire, il y a quand même des choses comme ça qu'il faut qu'il y ait du lien durable entre les jeunes des quartiers. Et sur un plan plus lié à la recherche spécifiquement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés entre les jeunes et des échanges notamment sur les questions d'engagement. Il y a des jeunes qui maintenant qui se sont présentés aux dernières municipales, par exemple, sur les listes pour être élus, et donc il y a des expériences qui se sont échangées comme ça. Enfin, ça a créé du réseau quand même entre eux sur des thématiques en fonction de leurs intérêts. Et ça, c'est le travail qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de savoir ce que ça a produit. Voilà. Oui, c'est une question très courte. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec monsieur, c'est-à-dire qu'on reste sur un goût de trop peu. Voilà, on a envie d'en savoir plus, donc c'est très bien, on ira voir toutes les ressources que vous avez présentées. Ma question, c'était plutôt de se dire, est-ce que pendant le temps de votre recherche participative, vous avez vu l'évolution de la réflexion des jeunes? Enfin, est-ce que ça a eu un impact dans le positionnement qu'ils pouvaient avoir à l'entrée dans la recherche et à la sortie? Je vais aussi faire une réponse courte, mais
l'évolution principale et ce qui nous tenait à cœur, et on est content que ça ait pu se produire, c'est de se rendre compte que des situations individuelles sont en fait des situations collectives, et de comment on arrive à faire cette montée en généralité, en fait, à se dire, ben oui, moi, ce que je vis, si je reprends, je sais pas, la gentrification que je vous ai montré sur la vidéo tout à l'heure, oui, moi, ce que je vois de ma fenêtre et comment je vis, etc. Et en fait, je le garde pour moi et j'en parle pas trop parce que il y a aussi un sentiment de honte, ou je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, j'ai pas d'arguments, je sais pas comment en parler. Le fait de le mettre en commun, de se rendre compte que d'autres personnes partagent, alors pas forcément le même discours, mais en tout cas ont aussi un questionnement sur ce sujet, ça permet d'en débattre. Ça, les jeunes nous l'ont vraiment répété, enfin des espaces de débat. Donc si je peux revenir sur la question d'avant, c'était vraiment ce manque d'espace de débat. Après, des fois on en propose, ils viennent pas, etc. Je sais bien, mais en tout cas quand ils y sont, visiblement ça les nourrit. Et puis à partir de là, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui produit, par exemple, cette gentrification, pourquoi ça se passe comme ça, donc de discuter de ça, et du coup d'arriver à comprendre qu'ils sont un petit point dans la machine, et que c'est pas leur responsabilité personnelle, et c'est pas eux, leur action individuelle qui va permettre de changer l'ensemble, mais comment on travaille ensemble et comment on arrive à construire un discours. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est ça quand je parlais d'émancipation ou d'empowerment, hein, c'est comment on arrive à avoir un discours sur soi, un discours sur ses expériences, à la partager avec les autres et du coup à en sortir plus fort. Il peut y avoir les mêmes choses sur d'autres thématiques, hein, sur les questions des relations filles-garçons, dire ah oui, vous aussi les filles c'est comme ça, ah mais en fait toutes les filles on est toutes des filles noires dans le même quartier mais on n'a pas du tout les mêmes expériences et comment ça se fait, pour prendre des exemples qui nous ont été donnés, et de travailler sur ces questions-là pour ensuite être capable d'y réfléchir et donc de s'en affranchir au sens vivre avec ou les dépasser, quoi. Île-de-France, qui va être notre premier intervenant. J'ai Patrick Bounzi de la ville de Cergy, directeur adjoint de la vie locale et de la jeunesse. J'ai Ophélie Descordés, qui est responsable jeunesse, coordinatrice des acteurs jeunesse de la ville de Villiers-le-Bel. À ses côtés, j'ai Caroline Bis de la ville de Magny-en-Vexin, qui est directrice centre social et du service population de la ville. Et le dernier invité, qui est Thomas Renaud de la ville d'Aubonne, directeur centre social et notamment de toutes les questions jeunesse sur la ville de Aubonne. Donc l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de faire un regard croisé entre tous les acteurs qui sont autour de moi sur notamment la notion de parcours du jeune, sur les thématiques d'engagement, de culture, de santé. Et on va commencer tout de suite parce qu'en termes de temps, on a un temps un peu restreint. Donc je vais demander en fait à Tommy Vera, directeur de l'URAGE, de prendre la main avec une présentation de l'URAGE et notamment basée sur un certain nombre de chiffres. Merci beaucoup. Je vais tâcher d'être bref après l'intervention donc tout à fait passionnante de la chercheuse sur la table ronde précédente. Alors l'idée, moi, on m'a demandé de vous parler un petit peu de la question qu'on n'a pas encore évoquée, qui est celle du logement des jeunes, puisque donc, comme ça a été dit, je travaille pour l'URAGE Île-de-France. Donc l'URAGE, c'est l'Union régionale pour l'habitat des jeunes. Donc en gros, on est une fédération d'associations qui va regrouper aujourd'hui une quarantaine d'assos qui gèrent près de 120 résidences à l'échelle francilienne et ça représente 12 000 places, donc c'est assez conséquent. Pour être plus précis et pour vous préciser d'où on parle, en fait, on est la fédération des résidences FJT. Alors, c'est un terme que certains connaissent et peut-être pas tous. Aujourd'hui, on dit résidence FJT, mais le terme originel, c'est foyer de jeunes travailleurs. Un nom un peu à l'ancienne qui sent bon les années 50, et c'est pas pour rien. C'est parce que ça a été inventé à cette période, notamment en Île-de-France, à une période où on avait plein de jeunes qui venaient chercher meilleure fortune à la capitale, pour le dire comme ça. Et aujourd'hui, ces outils-là sont restés. Et ces résidences existent toujours aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est un FJT ? C'est à la fois du logement social, mais c'est aussi un établissement de jeunesse dans la mesure où c'est pas juste du logement, c'est du logement accompagné, c'est du logement dans lequel les jeunes vont avoir tout ce qu'on appelle un accompagnement socio-éducatif. Aujourd'hui, donc ça se traduit par ces logements, ces résidences à destination principalement des 18-25 ans. En réalité, on peut aussi accueillir des 16 ans et jusqu'à 30 ans,
mais le gros des troupes, comme on le verra après, c'est du 18-25, et avec à la fois une équipe socio-éducative composée de travailleurs sociaux et d'animateurs, des espaces collectifs qui sont là pour mener, en fait, essayer de mener des actions collectives, une vie collective des jeunes au sein des résidences, et vraiment un travail sur l'ensemble du public jeune, même s'il y a évidemment une focale sur ce qu'on appelait avant les jeunes travailleurs, maintenant on dit les jeunes en insertion professionnelle, mais grosso modo, c'est ce public-là. Au niveau du Val d'Oise, on a quand même un parc qui est relativement fourni. Donc il y a 3 associations qui gèrent des résidences FJT au niveau du département, qui gèrent 1826 places pour être tout à fait précis. Je n'ai pas encore tous les chiffres totalement en tête parce que ça change régulièrement. Et 13 résidences. Évidemment, fait urbain oblige, les résidences sont surtout concentrées sur les grosses agglomérations. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, Argenteuil ou Sarcelles notamment, par exemple, pour citer un peu ces territoires. Donc ça représente quand même un parc assez important et avec un public assez large, puisqu'on est sur ce fameux public des 18-25 ans. On m'a demandé de vous présenter un petit peu concrètement c'est qui les jeunes qu'on accueille en FJT. Alors un peu en introduction, avant de rentrer plus précisément dans les chiffres, dans le secteur général du logement social, on constate un fait depuis quelques années qui est une précarisation massive de l'ensemble des publics. Et nous, on n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire qu'on voit la même chose. Les jeunes qu'on accueille en FJT sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus précaires. En termes d'âge, comme je vous le disais avant, le gros des troupes, 84%, c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Et on est sur des jeunes qui ont des niveaux de diplôme en réalité assez variés. Même s'ils ont des ressources, on le verra après, assez précaires. On a des jeunes sans diplôme, avec des diplômes infra-bac ou supérieur au bac. Il y a l'ensemble de ce public. En revanche, le côté un petit peu mobilité qu'il y avait à l'origine de la création des résidences FJT est plus aussi vrai aujourd'hui. On a quand même une majorité des jeunes qui sont accueillis qui viennent du territoire, soit de la commune ou en tout cas à minima du département ou de l'Île-de-France, qui sont accueillis en FJT, une part assez majoritaire. Et ça, c'est vrai dans toute l'Île-de-France, même sur les communes, notamment à Paris. Ensuite, sur le profil, on a un petit peu, nous on essaie de suivre un petit peu d'où viennent les jeunes, c'est-à-dire dans quel type de logement ils étaient avant. Et le graphique en haut à gauche, pour ça, est assez important. Ça vous donne une idée d'où ils viennent. Vous avez en vert les solutions à peu près normales, qui ne sont pas particulièrement précaires, et en bleu, les situations précaires. Et donc, en fait, les deux cas de figure les plus précis, les plus courants qu'on va trouver, c'est des jeunes soit qui viennent d'autres résidences sociales, parce que souvent les jeunes, au début de leur majorité, sont balancés d'une résidence sociale ou d'un FJT à une autre, ou alors directement, ils viennent de chez leurs parents, donc c'est-à-dire c'est leur premier logement, leur première, comme on dit dans le secteur, décohabitation. Par contre, on a quand même, et c'est plus marqué dans le Val d'Oise que dans les autres départements franciliens, une part importante de jeunes qui étaient ou sans logement ou chez un tiers. Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est le canapé d'un copain ou d'un cousin éloigné, c'est souvent ça, et voire carrément en CHRS, donc en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Autant dire qu'on a une précarité qui est quand même assez marquée sur ce public-là. Sur la question des ressources, donc, on l'a dit, on est sur des jeunes qui sont principalement actifs dans leur majorité. Donc, on voit qu'il y a une part importante qui sont ou en CDI, ou en apprentissage, ou en CDD. Donc, c'est un peu le gros des troupes à ce niveau-là. L'apprentissage a beaucoup augmenté ces dernières années parce que ça a suivi aussi la politique de l'État de favoriser l'apprentissage. C'est assez logique. Par contre, en termes de ressources, et c'est là, en fait, toute la place qu'on occupe, on est sur des jeunes qui n'auraient pas pu se loger dans d'autres circonstances, puisqu'on est sur plus de 70% en dessous du SMIC. Donc généralement, on va dire le cas typique des jeunes, c'est quelque part entre le RSA et le SMIC, aux alentours de 600-800 €, ce qui ne suffit pas pour se loger, même dans le parc social un peu plus classique, c'est assez difficile. Et pour terminer sur la dernière slide, un des objectifs qu'on a et qu'on garde aussi, c'est où est-ce qu'on va amener ces jeunes, c'est-à-dire l'accompagnement dans le logement, parce que le logement constitue un support d'accompagnement pour poursuivre ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est où vont aller ces jeunes après. On est sur des durées de séjour. Non, historiquement, le FJT, c'était censé être moins de 2 ans. Aujourd'hui, les durées moyennes s'allongent parce que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes d'en sortir vers d'autres solutions de logement. Donc là, vous voyez qu'on a quasiment un quart des séjours aujourd'hui qui sont supérieurs à 2 ans, ce qui n'était pas le cas ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Par contre, on arrive à maintenir quand même une part importante des jeunes qui arrivent à sortir vers le logement autonome. Donc c'est-à-dire, vous le voyez, 27% qui arrivent à sortir vers le parc privé et 21% vers le parc social. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les sorties positives. C'est le jeune qui va continuer son parcours résidentiel.
En revanche, à l'inverse, on a quand même un certain nombre de cas, 11% chez les parents et 13% chez un tiers, voire pour une petite partie en hébergement social, où finalement on est sur des effets un petit peu d'avancée reculée, des parcours heurtés, comme c'était dit tout à l'heure, sur les jeunes qui vont avoir des allers-retours entre du logement plus ou moins autonome et parfois revenir en arrière. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. J'ai parlé un peu vite, toutes mes excuses. Merci beaucoup, Tommy Virad, donc directeur de l'URAGE Île-de-France. On va continuer en fait sur une discussion entre des professionnels, parce que souvent les discussions entre professionnels, en tout cas au niveau du collectif, on a une technique qui s'appelle le regard croisé, donc l'intelligence collective sur les thématiques. Et l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de donner la parole aux professionnels. Donc, je ne vais pas prendre la parole très très longtemps. Et la question en fait de départ, ça va être assez simple. C'est comment en fait dans vos directions jeunesse, vous mettez en place le parcours du jeune, et notamment sur les thématiques qui sont propres à la journée d'aujourd'hui, donc l'engagement, la culture et la santé. Et donc, je vais demander à Ophélie Descordés de prendre la parole en première. Et merci. Bonjour à tous. Je suis responsable jeunesse au sein de la ville de Villiers-le-Bel. Et le travail autour de la construction du parcours du jeune se fait notamment au travers du projet jeunesse de territoire. Je peux citer 3 axes de ce projet jeunesse qui sont de favoriser la réussite sociale des jeunes, aussi de favoriser le bien-être au sein de la ville et de reconnaître les jeunes en tant qu'acteurs citoyens et notamment citoyens de la ville également. Donc voilà, c'est des axes qui finalement sont liés au parcours du jeune. Alors on pense souvent avec la thématique construire son parcours à la question de l'orientation, évidemment qu'il y a énormément d'actions qui sont mises en place sur la thématique de l'orientation, dont des forums, l'action au quotidien au sein des espaces jeunesse ou encore de la structure Info Jeunes, mais c'est une question qui est beaucoup plus globale. Donc bonjour, Caroline Bich, je suis la directrice de l'Espace Marianne, donc un centre social qui s'est créé il y a 5 ans environ, donc à Magny-en-Vexin. Alors pour ceux qui connaissent pas, se situe au niveau du Vexin, sur la partie ouest du département, et donc voilà, de ce fait, je représente la ruralité aujourd'hui. Alors contrairement à mes collègues, moi ma commune c'est que 6000 habitants, donc c'est vrai qu'on est sur un territoire avec une population qui est moins dense, avec plein de petits villages qui gravitent autour. Donc l'approche peut être différente, notre façon de travailler aussi, même si évidemment l'adolescence, la jeunesse, c'est un processus qui est le même évidemment chez nous. Donc étant donné qu'on n'est que 6000 habitants, tout est centralisé sur le service population et donc ça va être de la transversalité, ça va être des passerelles entre les différentes structures, entre les différents services municipaux et en fait, comme tu disais, on va vraiment être dans une construction étape par étape et on va s'appuyer sur des dispositifs qu'on a aussi en zone rurale, comme le contrat local de santé, on pourra en reparler tout à l'heure, la convention territoriale globale qu'on a signée avec la CAF, qui est aussi un outil intéressant dans lequel on pose les bases de la politique jeunesse. Et puis voilà, comme mes collègues, évidemment, on est là pour accompagner, on vise l'autonomie. Et puis on cherche aussi à être là dans les périodes difficiles, dans les périodes de rupture. Bonjour à tous, donc Thomas Renoux, je suis responsable jeunesse du coup au sein du centre social à Aubonne, nommé l'Espace Jeunesse et Famille. Donc moi je coordonne une structure information jeunesse, un accueil de loisirs 11-17 ans et 7-11 ans. Nous au sein de notre ville, comment on met en place du coup le parcours du jeune? Donc on accompagne du coup tout type de jeunes de 11 à 30 ans, qui est du coup sorti grâce à la démarche des assises de la jeunesse qui ont été menées il y a 2 ans sur notre territoire, et du coup qu'on fait ressortir différents besoins, comme le besoin de mobilité, d'accompagnement, d'éducation, de formation. Et on vise du coup à accompagner ces jeunes-là du coup à travers nos différentes structures, nos différents dispositifs, et on est énormément appuyé depuis 2 ans par la nouvelle équipe municipale, et notamment notre élu à la jeunesse, qui rencontre énormément de jeunes afin de les soutenir du coup dans les différents projets qu'ils souhaitent mener sur la ville.
Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ouais, je fais ça pour enlever un peu la pression. Oui, tu parlais de parcours. Alors c'est vrai que le parcours, en tout cas, c'est une notion très importante, nous, à la ville de Cergy. La ville de Cergy, on a la chance d'avoir un tissu associatif et un réseau de partenaires assez dense, donc qui répondent à différentes thématiques. Moi, le parcours, je le prends plutôt comme un moyen de favoriser l'investissement des jeunes, avec deux enjeux. Le premier enjeu, bien entendu, c'est d'inscrire le jeune en tant qu'acteur principal, majeur, en tout cas, dans son parcours. Et le deuxième enjeu, c'est en tout cas pour le service jeunesse, c'est de faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que le jeune puisse construire son orientation. On parle d'orientation, je parle pas forcément d'orientation scolaire, mais je parle vraiment dans le cadre de son parcours. Il y a vraiment cette volonté, quand on a travaillé dernièrement sur le diagnostic donc, de territoire sur le public jeune, on a décidé, en tout cas à Cergy, d'appeler notre projet jeunesse Train de vie. Alors avec tout l'imaginaire que vous pouvez mettre autour, c'est de se dire, on imagine un réseau ferroviaire où chaque jeune qui vient avec des attentes, avec un projet différent, mais c'est comment on arrive à faire en sorte que ce jeune puisse se projeter dans son parcours avec l'ensemble des dispositifs qui existent sur le territoire. Et ça demande aussi, ça requiert bien entendu un travail partenarial très très important. Parce que, voilà, si je ne vais pas dire le nombre d'agents qu'on est dans le service aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas, je le dis souvent, partenaire, en fait, la question de la jeunesse, elle est collégiale. On doit, avec l'ensemble des partenaires, répondre aux besoins de la jeunesse. Et je pense qu'il est important que le jeune puisse avoir une visibilité sur l'ensemble des dispositifs qui existent sur le territoire. Là, on a projeté les différentes thématiques. On parle de santé, on parle Ophélie a parlé tout à l'heure d'insertion professionnelle, on parle d'engagement, parce qu'on a une instance de participation citoyenne des jeunes aussi à Cergy. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre tous ces dispositifs en avant pour que le jeune puisse se dire, voilà, je peux avancer sereinement, avec une visibilité sur tout ce qui existe sur le territoire. Merci Patrick. Moi, je vais rebondir rapidement, Ophélie. On a vraiment différentes villes, notamment une ville rurale et 3 villes urbaines. La méthodologie de travail, en fait, surtout en transversalité. On sait très bien que là, ça centralise pas mal de services, donc c'est beaucoup plus simple à travailler. On sait très bien que dans les plus grandes villes, la transversalité est parfois difficile parce que les orientations ne sont pas les mêmes. Et surtout, je vais parler d'une question, surtout les financements. Comment, en fait, vous travaillez les financements, notamment dans le cadre de la CTG, mais il y a peut-être d'autres financements. Comment vous accompagnez en fait le projet du jeune par l'accompagnement aussi, par les financements pour pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions. Donc Ophélie, tu voulais rebondir ? Si, je peux. Donc effectivement, je voulais rebondir sur la question de la transversalité, de la coopération entre les acteurs jeunesse, qui est une question centrale. Le fait de rendre lisible aussi ce qu'il existe pour les jeunes, voilà, de favoriser l'interconnaissance, c'est des sujets sur lesquels on travaille activement à Villiers-le-Bel, et je suis arrivée sur ce territoire en janvier, et je suis très heureuse de voir la pluralité des acteurs qui sont présents sur le territoire. Après, sur la question de financer les projets des jeunes, il y a des choses qui existent déjà, qui sont ouvertes pour les jeunes. On peut penser au fonds de participation, par exemple, pour les habitants. Et un projet que nous avons, c'est également de mettre à disposition un fonds de financement des projets de jeunes, donc qui s'adresserait aussi aux mineurs. Et très prochainement, un conseil citoyen de la jeunesse va se mettre en place pour des jeunes dès 16 ans. Et l'objectif, c'est que ce soit ce conseil qui puisse aussi accompagner les autres jeunes, porter et valider les financements des différents projets.
Alors, juste en effet, par rapport à la transversalité et la globalité qu'on doit avoir dans nos accompagnements, alors par rapport à la zone rurale, autant c'est facile pour nous d'avoir cette vision et d'identifier tous les partenaires et faire de la coordination. Par contre, on a moins de chance que vous, c'est par rapport au financement de la politique de la ville. Et là, pour le coup, moi, j'ai peu de dispositifs que je peux mobiliser. Donc, ça passe par nos partenaires institutionnels qui sont là, qui viennent jusqu'à nous. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on voit de plus en plus de hors les murs aller vers. Et voilà, on a la chance maintenant sur nos territoires de voir de plus en plus de partenaires qui reviennent faire des permanences. On a bien identifié le problème de mobilité. Donc clairement, pour les jeunes, il faut de la proximité, il faut que les partenaires et les institutions soient là, au plus près des habitants. Donc voilà, nous on est ravis parce que, étant donné qu'on manquait de moyens, les partenaires sont venus jusqu'à nous. Et ici, on a plusieurs dans la salle. Mais voilà, on est sous forme de permanence. Le centre social est là aussi pour accueillir. Et donc, on a des permanences qu'on a montées directement en proximité. Donc pour Aubonne, pareil, nous ne sommes plus en politique de la ville du coup depuis un peu moins de 10 ans maintenant. Donc c'est vrai que ça limite énormément du coup les possibilités de financement pour les projets des jeunes ou même pour les projets de la ville. Aujourd'hui, on s'en tient aux projets plus classiques du coup que la CAF, les financements du coup peuvent nous apporter, comme la PS Jeune ou la FPT, et sur lesquels du coup on va s'appuyer énormément. Après, on va aussi beaucoup s'appuyer sur les partenaires comme la mission locale, comme le CIJ, qui du coup vont nous aider et nous orienter dans ces projets-là et aider nos jeunes. Mais après, le budget fonctionnement de la ville reste du coup notre majeur financement, en tout cas pour aider les jeunes de toute tranche d'âge. Oui, alors juste, je parlais de frustration, parce que c'est vrai qu'on a peu de temps pour parler de tout ça. Et je pense qu'on aura l'occasion de se voir là tout au long de la journée pour continuer à aborder ces thématiques-là. Moi, il y a une chose j'ai dit tout à l'heure, à Cergy, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, mais par moments, ça peut être aussi compliqué, parce qu'on parlait de coordination. Nous, à Cergy, on émarge bien sûr à la CTG. Et je vais parler de la cité éducative. On a la chance d'avoir la cité éducative à Cergy, ce qui nous permet justement d'avoir cette coordination des acteurs. Et l'un des acteurs principaux, en tout cas avec le service jeunesse avec lequel on a vraiment cette volonté de travailler, c'est l'éducation nationale. Parce que c'est vrai que les jeunes, on parle souvent d'aller vers. En tout cas, nous, à Cergy, on a vraiment cette volonté d'aller sur les lieux de vie des jeunes. Et hier, on a animé donc la finale du concours d'éloquence, par exemple à Cergy, donc intercollège, et on s'est rendu compte concrètement que quand on travaille avec les collèges, avec l'éducation nationale, on peut aborder différentes thématiques. Ça passe de l'éloquence, on parle des thématiques donc de culture et autres. Et pour parler de la collectivité, la difficulté qu'on peut avoir à un moment donné, parce que c'est vrai que la grande difficulté des politiques jeunesse, c'est que ce ne sont pas des compétences obligatoires pour les collectivités. Donc on a différents services supports, entre guillemets. Par exemple, les questions de santé, on va l'aborder avec le service santé. On va travailler sur les questions de culture avec la direction de la culture. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit ça peut paraître facile, mais en réalité, chaque direction a un peu sa réalité aussi, son quotidien n'est pas forcément sur le public jeune. Donc un des combats qu'on doit mener, je pense, au niveau de la jeunesse, c'est de faire en sorte que ça devienne concrètement des compétences obligatoires pour les collectivités, ce qui nous permettrait de rendre en tout cas le travail beaucoup plus fluide à destination de la jeunesse, notamment sur tous les financements possibles, imaginables. Ophélie voulait rebondir sur les cités éducatives, donc ça sera la dernière intervention avant la clôture de cet échange. Les cités éducatives favorisent la transversalité, ce lien entre les différents acteurs et notamment avec l'éducation nationale, comme ça a été dit. On peut également parler des conventions territoriales globales, CTG, et en fait,
tous ces dispositifs et les actions qu'on mène au quotidien démontrent à quel point la question de la jeunesse est transversale. On l'a abordé autour du logement, on peut le voir avec les thématiques qui nous réunissent aussi aujourd'hui. Donc voilà, c'est effectivement une mission au quotidien pour tous. Je voudrais remercier nos invités, notamment Tommy. Je vais dire les prénoms, parce que souvent dans la jeunesse, on est assez rapprochés. Donc les noms de famille, on les dit le premier jour et le deuxième jour, on se tutoie. Donc je vais remercier Tommy, Patrick, Ophélie, Caroline et Thomas d'être venus. C'est pas simple d'intervenir souvent devant 200 personnes, et notamment sur un temps assez contraint. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de partager, un moment de partage, regard croisé. C'est pour ça qu'on a décidé en préparant cette petite intervention de croiser les regards, et notamment de pas mettre trop de chiffres, parce que c'est souvent les chiffres, en fait on les lit et on s'en souvient pas, et l'expérience, l'échange et l'aspect humain en fait des rapports humains en tout cas qu'on a, nous permet à un moment donné de rendre concret en fait les échanges. L'objectif aussi, c'est de pouvoir partager toute la journée ensemble. Il y a les stands de cet après-midi qui vont être à disposition, et notamment là je vais parler plutôt pour ma casquette de président du collectif des directeurs jeunesse. J'ai pas pris le temps de présenter le collectif parce qu'on va avoir un stand cet après-midi, donc si vous souhaitez partager en fait avec les personnes qui vont pouvoir vous présenter le collectif, échanger avec vous et vous présenter les projets qu'on a actuellement. Donc voilà, je voudrais remercier tout le monde, et s'il vous plaît, si vous pouvez les applaudir, ça serait très gentil de votre part. Merci beaucoup.